rendez-vous de tous les supporters de l'Olympique lyonnais, grâce au site olympiqueetlyonnais.com. On va revenir sur le point ramené de Lorient. Est-ce que l'Olympique lyonnais a fait une bonne opération hier soir? Eh bien, nous allons en parler avec nos camarades de jeu. Il y aura, comme d'habitude, mesdames, messieurs, vous l'attendez, le procureur Razik Brick. Bonsoir Razik et bienvenue. Bonsoir Marc, bonsoir à tous. Il y aura également le camarade de jeu de Razik Brick, le procureur, M. Nicolas Putbon. Salut Marc, salut à tous. Et un garçon qu'on apprécie particulièrement, d'abord parce qu'il cuisine bien, d'abord parce qu'il est lyonnais, et surtout parce qu'il connaît l'Olympique lyonnais parfaitement. C'est pas un footix, pas un mec qui aime l'OL un jour sur deux, tout le temps. C'est un vrai. Grégory Cuon, madame et messieurs. Bonsoir. Greg, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette émission, c'est-à-dire revenir sur la rencontre d'hier soir, on va parler un peu de ton actualité. Tu travailles pour France 5 depuis plusieurs semaines maintenant, tu as commencé tes enregistrements il y a plusieurs mois. Le pitch de ton émission. Alors, la tournée des popotes, le pitch, c'est je vais découvrir une gastronomie étrangère. Pour remercier mes hôtes, je leur fais un repas traditionnel français. Et en troisième partie, on fusionne un plat local avec un plat traditionnel français. Alors, est-ce qu'il y a des clichés qui sont tombés quant à la bouffe? Alors, ça dépend, mais c'est vrai que dans certains pays, je m'attendais à manger des choses que j'ai finalement pas trouvées. Par exemple, le burritos ne se trouve pas au Mexique. Voilà, on trouve des tacos, on trouve des sauterelles, mais on ne trouve pas de burritos. Et puis parfois, voilà, en effet, on a des surprises un peu bizarres. Par exemple, le mouton se mange en Islande, même les yeux. Même les yeux. J'ai essayé. Et c'est... Dégueulasse. C'est salé, c'est quoi ça? Non, c'est gélatineux, c'est pas tant le goût que la texture un peu étrange, c'est-à-dire que ça croque un peu sur dents et d'un coup ça explose. Ah, il y a une double couche comme dans... Voilà, c'est le double effet qui se coule. Ah, Grégory Cuéron avec nous pendant une demi-heure environ. Tout de suite, le portrait de notre invité. Eh bien, je vous propose tout de suite de le découvrir grâce à Lulu de Villerman. Mesdames, messieurs, Lulu. Bonsoir Lulu. Oui, c'est... Alors ça, si ça c'est pas une tablette, Non, ça c'est un téléphone. ça ressemble plus à une tablette. Oui, mais c'est quand même un téléphone. Oui, mais après, on va montrer aux téléspectateurs. Oui, non, mais ça, On a fait un peu de pub, comme ça c'est gratuit. Danser la pomme, on a un cuisinier. Ouais, c'est ça. Et puis 3 pommes ici. Oui, je veux dire bonjour quand même. Ah, bonsoir, monsieur Lulu. Bonsoir. Oui, qui met respect. C'est plus beau. C'est plus beau. Ce bureau. Voilà. Alors merci, j'allais bien, puis vous avez parlé de vos histoires d'œil là. Oh nom de Dieu. C'est un petit aventurier qui fait l'autant. Ah oui, c'est ça. J'ai du oh là là. Ça vous dirait de manger un œil? Non mais t'imagines un mec qui te dit passe à la maison, tu vas manger. Ce serait curieux. Oh Non. voilà. Oh, remettez-vous le portrait. Allez, le portrait, mon Dieu. Allez, voilà. Grégory Cuéron, c'est qui, c'est quoi, bordel? Alors, c'est un jeune qui est né le 2 avril 1980, bien sûr, forcément. Soit, il y a 12 738 jours, 34 ans, 10 mois et 14 jours. Voilà, ça il fait tout ça. On s'en fout ça. Oui, mais c'est pour la précision. Oui, mais vous êtes précis, mais on s'en fout. Oui, je sais bien, mais moi je reste très précis. Ça. Moi, je suis un peu le, comment vous expliquer, le Jimmy Briand de la précision. Oui. Ouais. Oui. Continue. Et maintenant, une fois qu'on va dire ça, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur le jeune? Bon, j'ai essayé de dire tout ce qu'il a fait dans sa vie, mais au bout d'un moment, bien sûr, j'ai fait le calcul. En fait, il n'est pas né en 80, enfin, il est né en 80, mais pas en 1980. Il est né en 1780 minimum. Voilà. Ah, il fait bien son âge alors. Bah voilà, c'est-à-dire que oui, mais à force de bouffer des yeux, qu'est-ce que je Ou monter, tout le monde il peut pas y faire comme lui, mais il dort jamais le gars, il est tout le temps à fort. Allez, gars, vas-y, Ça speed. Ah ouais, depuis le dîner presque parfait, là, et en 2009, il a tout fait comme émission. Il ne reste plus qu'à présenter le 20h. Hein, bien sûr. Même sur un démoteur, il a bossé. Aussi, il n'y a pas, hein, attention, c'est un gros sur le. Oh là là. Alors maintenant, c'est la tournée des popotes qu'il fait. Hein, là, il m'avait donné faim, je n'avais pas vu le truc avec les yeux. Voilà. Bon, mais ce qui est incontournable à la Cour des Gones, c'est quand même que c'est un raid d'un grand malade de l'OL. Ah oui, oh là là, ça, on peut pas lui enlever. Oh là là. C'est une Bible, hein, c'est une mémoire vive, il connaît tout sur le club. Hein. Tout je vais essayer de faire un test. Saint-Étienne. Allez, hein, ça, Bien les autres. voilà. Alors moi, ce qui m'a juste appris, c'est que lui, c'est la preuve vivante de la phrase d'Emmanuel Kant qui disait « Tu veux, donc tu dois, donc tu peux ». Il avait tout pour se plaindre. Et bonheur, hein. Il fait ce qu'il a envie de faire. Cuisinier, média, supporter de l'OL, il a une ingénésie
de l'avant-bras. Il fait du table dance. Aussi, ça c'est pas mal ça. Voilà. Donc, il fait surtout une agénésie de l'avant-bras. Ça, je comprends Oui, pas. mais je sais bien ce que bon, quand on le voit, c'est pas la première chose qu'on remarque, mais moi, agénésie, je vous ai perdu. Oui, c'est ça, je comprends pas ça. J'ai pas perdu que vous, regardez le journaliste. Pourtant, normalement, il a dû avaler 2 dictionnaires. Normalement. Ah non, voilà. Donc, en fait, c'est un truc, ça veut dire que l'agénésie, c'est-à-dire que l'avant-bras, il n'est pas né. Voilà, c'est pas génésie. Pas né, Voilà, oh, dis donc. Pas né, bien sûr, comme c'est un cuisinier. oui, forcément. Voilà, donc c'est à la milanaise, quoi. Oui, bien sûr. Donc, voilà, donc, mais bon, là, on voit que c'est un supporter de l'OL, parce qu'à Genesio, on dit ça quand même en entend quand Genesio, à Genesio. Mobilette. Son surnom, la preuve, il est toujours à ça à l'heure. Allez, Grégory Cuiron, bienvenue dans la cour des gars, montez. Moi, je tape pas, parce que ça, c'est cher. Bravo, Lulu, à tout à l'heure. On retrouve Lulu de Villeurbanne dans une petite demi-heure. Il nous fera la synthèse de cette émission. On rentre dans le vif du sujet. L'Olympique Lyonnais, hier soir, a ramené un point de Lorient. Un bon point, un mauvais point, une belle prestation, une mauvaise prestation, un bon coaching, un mauvais coaching. On va parler de tout ça grâce au site olympique-lyonnais.com et c'est gratos. Première question, je l'ai un peu évoqué il y a un instant. Beaucoup de réactions quant au 11 de départ. Très franchement, j'ai été surpris en début de rencontre. Je vais nuancer un petit peu ce que je dis parce que c'est un peu facile de dire ça après avoir vu le 1 partout et le match. Hein. Mais vraiment, c'était surprenant quand même. Bah, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse autant de changements, parce qu'en ayant un match par semaine, l'effectif ne se fatigue pas assez pour pouvoir impliquer tout le monde. Mais là, du coup, il se permet, du fait certainement de rencontrer le 16e du championnat, de donner du temps de jeu à certains. Mbouema, peut-être parce que c'était contre Lorient, enfin voilà. Mais quoi, il s'est vu un petit peu beau? Non, peut-être pas, mais en tout cas, il a voulu impliquer certaines personnes, les 2 jeunes devant, Mbouema. Il a fait des changements et preuve due au résultat, ça n'a pas fonctionné. Quoi. Pas fonctionné, on n'a pas perdu non plus. Hein. Oui, mais on n'a pas fait le résultat qu'on aurait dû faire par rapport au résultat des autres. Et puis même sans le résultat basique, sans le résultat, c'était quand même surprenant. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut réagir après, on refait le match, comme on dit, sans voler l'émission de notre cher Eugène Sacomano, mais qu'on salue. Il ne regarde pas. C'est un Marseillais, je crois. Non, mais sincèrement, voilà, on a été surpris parce qu'il y avait le nul à Monaco, il y avait le nul face au Paris Saint-Germain. Il y avait l'occasion de faire réaliser un gros coup au stade du Moustoir face à cette équipe de l'Orientaise. Lorsqu'effectivement, il y avait le match aussi qui était déjà disputé, le match du Paris Saint-Germain, le match de Marseille. Donc sincèrement, le 11 de départ, on a été très surpris par ce 11 de départ, de voir effectivement Yoann Gourcuff sur le banc, Jordan Ferry sur le banc, et ce duo d'attaquants, ce jeune duo d'attaquants, NJ et Maxwell Cornet. C'était un parti pris, mais je pense qu'il aurait pu mettre une équipe plus efficace. Greg, est-ce que tu vas dans le sens de ce que tu viens d'entendre? Oui, je suis d'accord. Moi, c'est surtout Mbouema qui m'a... Pas qui m'a déçu, parce que je m'attendais à pas grand-chose de sa part, même si c'est quelqu'un, sans être méchant, c'est quelqu'un qui mouille le maillot, mais je trouve qu'il ne pèse pas, que ce soit défensivement ou offensivement. Ça joue toujours en latéralité ou derrière. Il n'y a pas d'impact comme peut en avoir un petit Ferry, des choses comme ça. D'ailleurs, je trouve que c'est dans ces conditions-là qu'on se rend compte de l'importance de Ferry dans le milieu de terrain, parce que du moment où il est rentré, je trouve que ça s'est encore plus senti que Gourcuff. Moi, je pense qu'il avait très peur du synthétique Fournier. Que Ferry, il me semble bien qu'il a terminé le dernier match un peu en délicatesse. Donc je pense qu'il a voulu ménager tout le monde et qu'il s'est dit pourri pour pourri sans la Casette. Ouais, mais voilà. Après, c'est pas une bonne stratégie parce qu'avec Marseille et Paris qui font match nul, il fallait gagner ce match. Il fallait pas prendre de risque en fait quelque part. Lorsque tu es entraîneur, tu prends pas de risque sur le match. Lorsque tu joues à Lorient, justement, tu connais les résultats des autres équipes, des équipes concurrentes, et que justement tu as l'occasion de frapper fort, de prendre tes distances, honnêtement, tu prends pas de risque. Et c'est vrai qu'on a tous encore une fois été surpris par. Après, ça arrive, bien évidemment. Bien sûr. Ça arrive, il a pris ce risque, etc. Et peut-être qu'il a pris justement ce risque par rapport à la semaine d'entraînement. Est-ce que ces joueurs, est-ce que Mbouema justement était plus impliqué que Jordan? J'étais pas présent pour 3 semaines, il faisait des bons. Voilà, et il a voulu le récompenser en se disant, bah voilà, il est impliqué. Effectivement, c'est un remplaçant du remplaçant, mais il était impliqué. Alors, si on va par là, Razik, pardon de te couper. Qu'est-ce qui légitimait de sortir Ferry? Parce que qu'est-ce que tu veux lui reprocher, petit Ferry? Oui, bien évidemment. Après, encore une fois, c'est pour ça qu'il était surpris aussi. Parce que soit dit gonfler des bourrichons. Voilà, est-ce que. Voilà, il y a des reproches à faire. Il l'a dit en conférence de presse, Hubert Fournier, qui n'a pas été satisfait du rendement de certains joueurs et de son équipe dans l'ensemble face au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, est-ce que c'était ce joueur qui était ciblé? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, effectivement, je suis d'accord avec Grégory, c'est hyper important ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, Jordan Ferry a été pas mal critiqué. C'est un joueur, entre guillemets, de devoir, c'est un joueur de l'ombre. C'est pas une star. Qui a pris de l'importance. On critique souvent les gens qui sont un peu costauds, n'est-ce pas, Nico? Mine de rien, il est costaud, Jordan Ferry, et on voit que le terrain, c'est important.
Alors, Nico, je vois que tu Ouais, bouillonnes parce que un petit peu là. le coach il est dans son rôle, si c'est pour faire des gonflés des têtes, en effet, il est là Mais pour vous croyez qu'on en est là? Bah peut-être, mais en tout cas on se rend compte de l'importance de certains quand ils jouent pas. Ça forcément, quand les absents sont pas là, on se rend compte de ceux qui sont vraiment positifs pour l'équipe ou non. Là, Jordan Ferry, pour le coup, on se rend bien compte que ça devient une pièce essentielle du milieu de terrain. On se rend bien compte que son mouvement de piston, le fait qu'il soit dynamique, qu'il soit vif, qu'il soit pas sur un rythme monotone contrairement à Mbemba, bah ça influe vraiment sur le pressing et la récupération du ballon. Et est-ce que ça n'a pas déstabilisé aussi le petit Tolisso qui a été un petit peu moins bien? Tolisso, Gonalon, on a bien senti que la complémentarité de notre milieu de terrain n'existait pas hier, peut-être pas du fait d'Mbemba, mais du fait que les automatismes entre Ferry, Tolisso et Gonalon existent vraiment et sont un point très fort de notre milieu de terrain et de notre équipe. Grégory. Quelque part d'ailleurs, je trouve que ça s'est ressenti par toutes les attaques. Il y avait côté gauche pour Lorient et côté droit pour nous, parce que d'habitude Tolisso vient toujours bien bloquer le truc, et là on a senti Jalais un peu seul, et du coup qui était moins droit. Enfin, je trouve que ça a déséquilibré toute l'équipe. Et les gens qui étaient, excuse-moi Nico, les joueurs qui étaient plus à la limite, on va dire, touchés par la non-présence de Jordan Ferry, c'est Maxime Gonalon. Il a récupéré que 7 ballons. Ouais, c'est très peu par rapport à ce qu'il a l'habitude alors de que faire. Tolisso, il a touché 103 ballons. Donc finalement, Tolisso, il a quand même été. Voilà, il a touché 103 ballons, Tolisso, alors qu'on a vu que Max, que 7 ballons, alors qu'on savait qu'il était Toucher et récupérer, c'est pas pareil. C'est pas la même chose pour dire de l'impact. Voilà, l'impact du joueur. Et là, on voit que finalement, Maxime a été déstabilisé par la non-présence de Jordan Ferry. Non, mais je pense aussi que c'est le positionnement, les joueurs mis dans. On a vu qu'on était très loin, il y avait des gros écarts entre les lignes. Il a mis ces deux petits jeunes devant, c'était peut-être pas un cadeau à leur faire vraiment. Les mettre ensemble, en tout cas, il aurait pu trouver une autre manière, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience. Eux deux, ça faisait pas beaucoup de matchs de Ligue 1. Première titularisation pour Maxwell Campbell. En plus, ils avaient tous les deux le même profil. C'est des joueurs de rupture qui vont dans la profondeur. Le coach voulait certainement jouer dans le dos des défenseurs de Lorient, ce qu'on n'a jamais fait parce qu'on n'a jamais eu l'opportunité. On a été très souvent hors jeu. Et du coup, je pense qu'il nous manquait quelqu'un, un point d'appui, un point d'ancrage devant qui nous permette de faire avancer le bloc, qui permettent, avec Gomis, ça le faisait très bien. La Casette le fait aussi très bien parce que dans ses prises de balle, il garde le ballon. Il fait vraiment avancer toute l'équipe et il nous a manqué ce jeu-là pour nous permettre de faire avancer le bloc et de resserrer les lignes. Est-ce que c'est du gâchis de mettre Fekir à la pointe de ce losange ou pas? Quand on a Yohan Gourcuff sur le banc de touche, évidemment, parce qu'on sait qu'il a une touche technique, il apporte une touche technique, on l'a vu quand il est rentré. Il a changé le cours du match. Il a changé le cours du match. On sait qu'il a du ballon. Malheureusement, il ne l'exprime pas assez souvent à mon goût, mais on sait que c'est un joueur exceptionnel. Donc, se priver d'un Gourcuff, d'une relation technique entre Gourcuff et Fekir sur la pelouse, pour moi, c'est très surprenant. Bah ouais, c'est embêtant en fait, parce que tu grilles les cartouches, quoi. Greg. Ouais, après du gâchis, je dirais peut-être pas jusque-là dans la mesure où moi je trouve que Fekir est super intéressant numéro 10, mais c'est sûr que si pour alimenter, on voyait Fekir, il voulait jouer devant. Il a passé toute la première mi-temps, il était devant Corneille, il était devant Angie. Et je pense que Fekir peut être intéressant en 10, mais avec deux très bons attaquants devant. Quoi. Quand à la Casette, je suis d'accord. Ouais. Mais quand la Casette n'est pas là, Fekir est meilleur devant avec un il fait le point de fixation. Mais est-ce qu'il a désonné Fekir par cette envie justement d'aller trop de l'avant, notamment en première mi-temps, parce que il était un peu, parfois, on se demandait un petit peu où il jouait. On entendait le banc pendant le match qui disait redescends, il faisait pas cette piston. Les trois étaient alignés, donc du coup en fait tu crées pas ce décalage là, parce que tu t'alignes, les défenseurs c'est du pain béni pour eux. Tu viens t'écraser contre les deux défenseurs centraux. C'est pas bon. Alors, est-ce que. on va dire, est-ce que Fournier a sa part de responsabilité? Je vais démarrer, je te lance la patate chaude direct. Pour moi, il a une part de responsabilité, forcément, parce que c'est lui qui a mis le 11 de départ, et c'est pas celui qu'on attendait, et c'est pas celui qu'on aurait aimé voir. Mais c'est taulier, en même temps. C'est taulier, c'est lui qui prend les décisions, il tranche, c'est un parti pris qu'il a pris. Après, pour moi, il y a 50-50, tout le monde ne sera pas d'accord, mais il y a 50-50 parce que les joueurs sont sur le terrain. Après, c'est à eux de faire l'animation du jeu, c'est à eux d'être bons, et c'est à eux de prouver, comme Mbemba, comme Cornet, comme Ndié, que quand on leur donne leur chance, c'est à eux de prouver c'est à eux de la saisir, et de prouver qu'ils ont la possibilité de jouer régulièrement dans cette équipe. Absolument. Là, hier, ils l'ont pas prouvé, donc ils ont une part de responsabilité comme entraîneur dans ses choix. Le procureur. Exactement, donc 100% de part de responsabilité pour Robert Fournier, 100% de part de responsabilité. Exactement, alors qu'il est à 50%. Je suis un journaliste, je suis conseil politique, il côtoie les politiques. Je suis exactement d'accord avec toi, mais pas pareil. 100% par responsabilité pour le coach, 100% par responsabilité pour les joueurs. Pour moi, les deux joueurs, on va dire, qui ont vraiment bien joué, etc., qui ont rempli leur mission, c'est Anthony Lopez et c'est Samuel Umtiti. Ça a été très bon. Samuel Umtiti était très bon. Et tous les autres joueurs, pour moi, Il a colmaté toutes les brèches derrière. Anthony Lopez, il a fait une ou deux interventions qui sont décisives encore, propres, voilà, égal à lui-même. Il est dans une grande forme en ce moment, mais c'est vrai qu'Umtiti, pour le coup, il a été au four et au moulin parce que derrière,
derrière, Bédimo était pas très bien. Rose, Il fallait colmater. Ouais, il fallait colmater de toute la défense en général. Il l'a très bien fait. Ouais, sans lui, ça aurait pu faire plus mal. Grégory, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe à une autre interrogation? Oh non, je ne rajoute rien. Est-ce que c'est un match nul heureux pour vous, les garçons? Allez, Greg. Non. Pour moi, c'est pas un match nul heureux parce que les 25-30 dernières minutes ont laissé entrevoir autre chose. Il y a eu quand même un ou deux arrêts magnifiques de notre ami Lecomte, si je ne m'abuse. Qui a fait l'un des plus beaux arrêts de la saison pour moi. Après Anthony Lopez. Oui, parmi les plus beaux. C'est vrai parce que là, le ballon est contré, il est dévié, ça change la trajectoire. Il était parti sur une première trajectoire, le ballon est dévié et on sent qu'il est en extrême extension du bout des bras. Donc normalement, on ne doit pas la prendre. Bah, normalement, on marque souvent dans ce genre de situation et là, il fait un arrêt exceptionnel. Donc, grosso modo, je trouve que c'est un match, sur l'ensemble du match, c'est normal qu'il y ait eu match nul, mais 2-3 regrets parce que la fin du match pouvait laisser croire qu'on pouvait faire un petit hold-up. C'est vrai que le hold-up était envisageable parce que Lorient a beaucoup donné. La dernière demi-heure, ils avaient avalé la trompette, comme on dit, et c'est vrai qu'ils n'en pouvaient plus. Et finalement, là, tu te dis, il y avait la place, quoi. Mais ils ont fait un gros match, les Lorientais, ils ont vraiment été très bons. Bart, d'ailleurs, tu me le dis souvent, tu regardes beaucoup de matchs. Apparemment, Lorient, c'est une de tes équipes favorites après l'OL. C'est-à-dire que je les ai jamais vus de toute ma vie jouer aussi bien. Donc hier, ils ont fait un gros pressing, c'est ce qui a déstabilisé l'OL. Le milieu de terrain de l'OL a perdu beaucoup de ballons, mais parce que le pressing d'Orientais, il a bien fonctionné, il y a beaucoup. Ensuite, ils ont vraiment, il y a une grosse débauche d'énergie quand tu fais un gros pressing comme ça. Forcément, à un moment donné, quand tu n'as pas les capacités physiques, ou en tout cas quand tu as l'effectif assez restreint comme à Lorient, durer 90 minutes, c'est compliqué. Donc l'OL a bien géré les 25-30 dernières minutes. Mais pour moi, c'est trop peu pour quelqu'un qui prétend au titre. En tout cas, avec les ambitions qu'on pouvait avoir hier de conforter notre première place et de prendre 2 points d'avance supplémentaires, c'est dommage d'avoir joué que 25 minutes. Ouais, ça c'est une déception. Partout c'est une déception, sauf qu'il peut, on se dit finalement, voilà, c'est plutôt ça. Quand tu es l'Olympique Lyonnais, tu joues contre le 16e de Ligue 1. Alors certes, toutes les équipes veulent se transcender lorsqu'ils affrontent l'Olympique Lyonnais comme le leader de cette Ligue 1, mais sincèrement oui, une grosse déception hier. L'OL est vraiment passé à travers ce match. Il va falloir vite se ressaisir. Tu vois, dimanche. On est dans la période charnière, on en parlait quand il y avait Ludo Giuli. Le mois de février, c'est une période compliquée. Bon là, c'était un terrain synthétique, mais en général, tu es dans une période où il fait froid, les terrains sont gras, sont durs, tu sais jamais. Tu as déjà fait 6-7 mois de compétition, donc les organismes sont un peu émoussés. Et je pense que là, on est un peu dans le dur, mais on voit bien qu'on n'est pas les seuls. Marseille, Paris font du surplace, Saint-Etienne pareil. Donc du coup, on n'est pas les seuls dans cette situation. Je pense que malgré tout, hier, pour revenir à ta question du début, c'est pas un point heureux parce qu'on aurait pu faire mieux, mais voilà, ça nous permet. La situation elle est gelée, mais dans tout le championnat, en fin de compte, on a presque l'impression que c'est une journée pour rien. Moi, je pense qu'on est les grands gagnants tout de même de cette journée, même si j'aurais préféré qu'on gagne, parce qu'on nous annonçait rattraper lors de cette journée, tel n'est pas le cas. On n'a finalement pas perdu de points sur nos poursuivants directs. Et franchement, entre un déplacement à Lorient sur un synthétique pourri et la réception de Caen et de Reims sans leur faire offense, on s'en sort plutôt très bien. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que pour synthétique pourri, en général, les techniciens doivent mieux s'en sortir sur le synthétique parce qu'il n'y a pas de faux rebond. Le ballon va vite, tu peux avec les transmissions de balles sont plus. Des mecs carrés émoussés, ça se voyait au travers de la télé. Des mecs émoussés. Il y avait des mecs carrés émoussés. C'était de la folie. En général, les techniciens s'en sortent mieux sur le synthétique, ça va plus vite, il n'y a pas de faux rebond. Donc, pour moi, c'est un faux problème le synthétique. Quand il est bon, il a 4 ans l'heure. Franchement, honnêtement, objectivement, on peut ni parler des synthétiques. Il connaît la salade. Exactement. Non mais je dis, une petite couche de ciment, on met 2 cm de sable et parti, on vient dérouler un C'est sûr que le synthétique, c'est pas parfait. C'est très bien, on peut faire la pelouse naturelle. Mais sincèrement, ni synthétique et ni l'arbitrage, hier c'est pas ça. Non, l'arbitrage, il y a un problème, c'est pas ça. Il y a eu une faute sur Fekir qui a été oubliée. Honnêtement, c'est l'OL, ils n'ont pas assuré, il faut le dire. Alors justement, on va terminer avec des choses un peu désagréables. Est-ce que Lyon n'a pas eu ce comportement de leader, justement, qui fait les grandes équipes et qui fait qu'au bout du compte, sur des matchs comme ça, on ne perd pas? Ou en tout cas, on gagne. Tu penses que c'est là que tu vois qu'ils ont quand même un bon état d'esprit, mine de rien, parce que malgré qu'ils aient loupé leur match, ils ont les ressources à la fin pour essayer d'appuyer et essayer de revenir au score. Ça fait partie des grandes valeurs de l'OL cette année et c'est plutôt positif. Mais après, on n'a pas montré hier le visage d'un leader. On n'avait pas les vertus qui permettaient de. Normalement, tu dois dominer ce match de la tête et des épaules. Malgré tout, tu joues contre le 16e, tu es en pleine force, mais après, l'effectif, comme on disait, le 11 de départ ne te permet pas de survoler la rencontre aussi.
On est bien d'accord. Est-ce que finalement, l'information qu'on peut prendre de cette rencontre, c'est que notre milieu de terrain, qu'on connaît bien maintenant, qui a très bien fonctionné, on n'a pas les moyens de le toucher. C'est pas faire offense à Moemba, par exemple. Non, mais tu connais ton 11 titulaire en fait. Et tu sais que maintenant, Ferry et Tolisso, qui n'étaient pas des titulaires indiscutables en début de saison, le sont aujourd'hui. Voilà, ils se sont imposés. Donc la réponse était dans la question. Très bien. Mais c'est pour ça, essaye de nous inventer. 3 matchs d'affilée sans victoire. Est-ce que ça aussi c'est un petit peu ennuyeux ou c'est anecdotique? Parce que 3 matchs, 3 points. Autant Monaco, le PSG, on va dire, voilà, On s'en sort bien. C'est Lorient, encore une fois, on insiste, on remet le couteau, mais c'est le but de cette émission. Mais voilà, c'était le 16e de Ligue 1, et encore une fois, tu avais les mauvais résultats de Paris, de Marseille, etc. Tu disais, voilà, tu devais t'imposer hier au stade du soir. Ouais, j'ai pas l'habitude de dire qu'il faut prendre des points contre les plus supposés. Bah ouais, aussi, mais il faut prendre des points contre les supposés plus petits, parce qu'il y en a beaucoup plus dans un championnat que des grosses équipes. Donc forcément, si tu gagnes contre les petits et que tu fais des matchs nuls, c'est plus évident en tout cas. Et en fin de saison, en général, nous quand on était champions, c'était ça. C'est qu'on arrivait bien à gérer ça, on gagnait contre les petites équipes, on faisait ce qu'il fallait contre les grosses, ce qui nous permettait d'être leader. Et là, l'OL a manqué une étape face à Lorient. Greg, là aussi tu lancerais un peu. Ouais, bon, je pense qu'il manque 2 points. On aurait pu. On m'aurait dit ça il y a 3 matchs, j'aurais dit 5 points, c'est bien. 3, c'est pas si mal, surtout quand on voit les adversaires qu'on a pu rencontrer. Enfin, bon, je parle de Monaco et du Paris Saint-Germain. Ouais, mais c'est dommage. On aurait pu enfoncer le clou, c'est ça. En fait, on a géré, là, on aurait pu faire peur. Si on avait gagné, voilà, je pense que les gars, ils seraient comme ça. Donc, alors, synthèse de tout ça, c'est une bonne ou une mauvaise opération alors? C'est dommage. C'est une moyenne opération. C'est une moyenne opération. Allez, l'une des dernières interrogations avant de retrouver Lulu. Faut-il prolonger Fekir très vite? Si Fekir ne fait pas une grande carrière, j'arrête de parler de foot durant toute ma vie, parce que là c'est pas possible. Il a un truc en plus. Sauf blessure grave, il n'y a pas de raison pour qu'il ne fasse pas une grande carrière. Il faut le prolonger. Il faut l'augmenter, lui filer une bagnole de fonction. Il faut le prolonger. Par contre, sincèrement, stratégiquement, Jean-Michel Aulas a fait un bon choix de dire, pour l'instant, on faut se concentrer, il ne faut pas qu'il s'éparpille, on faut finir le championnat correctement, etc. Et de gérer, enfin de mettre de côté les négociations et de reprendre après. Je trouve que c'est une bonne stratégie. Et c'est là où l'entourage va être important en fin de compte. Il ne faut pas qu'il lui gonfle la tête en lui faisant miroiter des choses qui sont forcément plausibles vu ses qualités, mais qui ne sont pas pour lui aujourd'hui. Il a 6 mois de Ligue 1. Il a 6 mois de Ligue 1. D'accord, Marc, mais on en a vu d'autres qui ont fait 6 mois, 1 an et qui ont été que la feu de paille. Donc lui, pour le coup, il a des vraies qualités. Donc à eux, à son entourage et à lui de savoir gérer, garder la tête froide, de l'argent, des grands contrats, des grands clubs, il en aura. Qui prennent le temps. Calme. Ne faites pas comme Nicolas Puybois. Partir à Strasbourg, à la position à Lyon, reste à Lyon. Regardez la carrière de merde qu'il a fait ensuite. Toi, tu penses qu'il faut le signer rapidement aussi Non, je pense qu'il a raison. Il faut se rappeler que Fekir a un truc comme 40 000 par mois jusqu'en 2019. Il a quand même prolongé il y a 1 an, je crois. Donc on est serein, on attend le mois de juin, mais là, on lui rajoute 2-3 ans, une clause à 100 millions. Et voilà. Eh ben voilà, comment tu fais couler avec le bon restaurant. Il adore l'argent, c'est un fou. Il passe la vie avec les billets. C'est un dingue type. Allez, on va tout de suite demander à notre ami Lulu de Villeurbanne de venir faire la synthèse de cette émission. Je sais, vous allez nous prendre la tête en disant que l'émission est trop courte. Tant que vous pensez ça, c'est que ça vous convient. Lulu de Villeurbanne, mesdames et messieurs. Ça vous a plu cette émission, Lulu? De la merde? Non, ça venait à l'image du match. Une fois du temps, une seconde, une demi-heure. Quand en 5, quand il y a les gonzes qui arrivent à la fin, ça m'est fait pas. Non, c'est bien. C'est un peu tout. Oui, Il n'y a pas besoin. Dis donc, tu m'as touché la loge, dis donc. Mais qu'est-ce qui C'était bien ou pas? Bah non, j'y aime pas. Alors on vous écoute, la synthèse. Alors, j'ai eu, bien sûr, alors mon Fournier, il a fait tourner, il prend des risques, bien sûr, tout ça. En même temps, s'il ne prend pas des risques contre le 16e, il prend des risques. C'est pas faux, c'est pas faux. Si à un moment donné, il faut quand même. Bon, vraiment. Alors, comment on peut expliquer il s'est fait émincer par le Grégory Guyot. Et le toit à la crème après. Oui, vous l'avez bon, c'est en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Alors, Cornette, on aurait fait quoi, toi, en tant que cuisinier, par exemple? Bouffe de glace sur la tête. Bouffe de glace sur la tête, voilà, très bien, formidable. Allez, Ou encore même.
Encore, bien sûr. Ouais, le pas terrible. Non, mais ça c'est bien sûr. C'est farci, voilà. Donc, une fois une base sur un rythme monotone, alors que Vuemo, voilà. Oui, celle-ci, elle est pire que la mienne. Je m'adapte. Attends, ça pense que tu pris la faute, en fait. Bon, voilà, en fait, pourquoi, bon, on évoque le Gons, Ferry, tout ça. On a vu, mais il est aussi pas oublié que Ferry, il est venu à la Cour des Gones. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'il y a un moment Venez-la en paille. Et alors Bah, Titi n'est pas venu, par contre. Il était super bon. C'est peut-être pour ça. Voilà. Sam, c'est quand tu veux, mon vieux. Voilà, bien sûr aussi, oui, bien sûr. Alors, Hubert Fournier, donc bien sûr, alors il a assumé. Oui, il était plutôt élégant. Et vous, bien sûr, ça nous change de Laurent Blanc qui ça y est. c'est jamais sa faute. Hein. On est bien d'accord. Je crois que Bombay, il croit que Bombay, c'est jamais sa faute. Bon, je trouve qu'on est dur avec Blanc, mais bon. Il est dur avec Blanc, bien sûr. Mais bon, voilà. Non, mais j'ai envie de dire, Hubert Fournier, maintenant c'est bien d'assumer, mais il faut gagner aussi. Hein. On s'en fout, t'assumes, c'est classe, c'est tout, c'est beau, on a vu que c'était tu pouvais, maintenant on ne peut pas arrêter. Voilà. Alors le pressing de Lorient, alors, vous avez remarqué, bon ça c'est une vanne pourrie, je vous l'annonce. D'accord. Parce qu'en fait c'est surtout les anciens Lorient qui pressent. Parce que c'est Lorient. Express. C'est ça. Je m'attendais à pire. Oui, ça va, bien sûr. Alors, bonne journée pour rien, on y a dit, hein, bien sûr. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est Grégory dit on est les grands gagnants de cette journée. C'est bien. Ça, le mec, il voilà, rien à faire. Noël, pas de forêt d'or. Mais t'as raison, je suis bien d'accord. Bon, il y avait des mètres carrés moussés, bien sûr. Alors, je t'explique, la pelouse, c'est pas comme la salade, on s'encaille. C'est des morceaux de jaune pour les jeter dessus, c'est pareil. Il fait du benchmarking. Non, mais ça, j'y veux pas dans l'assiette. Voilà. Alors, bon état d'esprit, ils essayent de gagner à la fin. Bon, alors Fournier, t'es malin, hein, tout ce que tu fais, tu leur plantes les montres et tu leur fais croire qu'il reste que 10 minutes à partir du premier quart d'heure. Sinon, je vais s'en sortir, hein, moi je suis fatigué. Hein. Voilà. Bon, il faut prendre des points contre les petites équipes parce qu'il y en a plus que des grandes. Ça, c'est plus beau. Je l'ai même pas relevé. Ah, moi, celle-là, je l'ai aimé, moi, parce que c'est d'une limpidité. C'est une logique pragmatique. Ah, mais là, ça, on sent le mec qui a réfléchi au football. Voilà, qu'est-ce qu'il y a donc encore? Voilà, donc c'est bon, donc je crois que voilà. Bon, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé cette émission. Ah, bah finalement. Oui, finalement, à la fin, oui, j'ai bien. Surtout votre passage. Non, parce que moi, je m'aime pas bien, mais bon, bah, c'est comme ça. J'ai envie de vous dire au revoir, merci. Eh ben, nous aussi, on vous remercie. Applaudissements pour lui. Bonsoir. Ici, le bouffet du gras double, là, c'est l'heure, hein, c'est l'heure de l'apéro. Même du triple, il nous a dit. Hein. Avec un pot de côte, évidemment, de Beaujolais, pardon. Merci beaucoup, Claire-Hélène, d'avoir été notre invité. Et puis, rendez-vous très vite dans la Cour des Gones, ça te va bien? Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Razik. Merci, Merci beaucoup, camarade Nico Pied-Toi. Merci à la technique, parce que on va pas tout vous expliquer, mais aujourd'hui, c'était un petit peu compliqué pour mille et une raisons. Donc, applaudissements pour nous tous. Voilà, finalement, on se flatte, il y a aucune raison. Rencard, dès lundi prochain, on reviendra sur la rencontre entre Lyon et Nantes. C'est Nantes, j'ai pas dit bêtises. Exactement, dimanche 17h. Et après, on ira à Lille et Montpellier, c'est ça? C'est ça. Ça va pas être facile. Hein. Rencard lundi prochain, donc merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas, encore une fois, à nous dire tout ce que vous pensez de l'émission grâce au site Facebook de la Cour des Gones, grâce au compte Twitter, grâce... Allez-y, grâce au site olympiquelyonnais.com, envoyez du courrier chez moi, enfin, des pigeons voyageurs, enfin faites la totale. Passez une excellente soirée, une très bonne journée, une grande nuit, une bonne matinée, c'est sur internet, c'est gratos, et surtout n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux les Gones. Et oui.